Dominique de Villepin, bonjour. Bonjour. Dominique de Villepin, je ne vais pas vous interroger sur Jacques Chirac et ce jugement, parce que vous avez déjà répondu et qu'au demeurant, on ne pouvait pas douter de votre réponse, vous avez dit votre tristesse. Mais je vais d'abord vous interroger, néanmoins, sur la justice et ce que tout le monde dit. Tout le monde dit que ce jugement, dès lors qu'il condamne un ancien président à de la prison avec sursis, dit surtout l'égalité de tous face à la justice. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, tout à fait. L'égalité des Français devant la justice, c'est un impératif démocratique, républicain. Il faut rappeler néanmoins que la condamnation est celle de l'ancien maire de Paris, pas du président de la République. Je crois qu'il ne faut pas mélanger les genres. Le Jacques Chirac dont nous parlons, c'est celui d'avant 1995. Donc l'action de Jacques Chirac comme président de la République n'est en rien entachée par le verdict. Le principe d'égalité, vous le rappelez, il intervient tard, mais c'est un principe républicain qui s'impose à nous tous et qu'il faut saluer. Il intervient tard, on va en parler, mais pardonnez-moi d'insister sur l'égalité. C'est plus que la même justice, là. C'est le même président de la 11e chambre du tribunal correctionnel de Paris, Dominique Paute, qui condamne Jacques Chirac et qui, vous avez relaxé dans le premier procès de l'affaire Clearstream. Et à l'époque, vous aviez salué l'indépendance des juges face aux pressions politiques. Est-ce que ce matin, vous saluez la même indépendance des juges ? Oui, je salue l'indépendance des juges tout en regrettant que cette indépendance ne soit pas garantie. Je l'ai dit, tant qu'il n'y aura pas une rupture entre le parquet et le pouvoir politique, il n'y aura pas d'indépendance garantie. Il y a des magistrats qui ont cette indépendance, de par leur personnalité, de par leur itinéraire, mais ce n'est pas une indépendance qui est celle de toute la justice, malheureusement. Vous ne voulez pas que les procureurs, demain, soient sous les ordres du ministre de la Justice ? Non, je veux que la justice puisse prendre ses responsabilités totalement. Et ça fait partie des réformes qui devront être adoptées après l'élection présidentielle de 2012. Alors vous pensez, comme tout le monde, que ce jugement arrive bien tardivement, pour des faits lointains, mais si c'est le cas, Dominique de Villepin, c'est parce que le statut de président le protège de la justice, le chef de l'État pendant son mandat. Et vous dites qu'il ne faut pas toucher à ce statut. Donc, c'est pas cohérent. Si, c'est cohérent, c'est difficile. Mais c'est cohérent. Le cas de Jacques Chirac est un peu exceptionnel. Un président de la République... C'est toujours le cas, c'est toujours exceptionnel. Un président de la République qui fait 2 mandats, dont un mandat de 7 ans, c'est un peu exceptionnel. Ce qui est vrai, c'est qu'il ne faut pas faire en sorte que le président de la République puisse être menacé pour des actes qui ne font pas partie de l'exercice de sa fonction pendant l'exercice de son mandat. Sans quoi vous avez un président qui en permanence vit sous le coup d'une menace et ne peut pas faire son travail. Je crois qu'il faut de la sérénité quand on est président de la République et c'est donc pour moi essentiel. Ceci dit, on a vu depuis 5 ans un président de la République qui en permanence s'ingère dans les affaires de justice et c'est pour cela que si la justice est indépendante, une grande partie du problème sera réglée. Ça sert. Vous parlez de Nicolas Sarkozy. Oui. Vous pensez à quelle affaire ? L'affaire Clearstream, par exemple. Dans le journal Le Monde, Pascal Robert Diard raconte que les proches de Jacques Chirac n'étaient pas d'accord s'il devait ou non faire appel. Vous, qui l'avez si souvent conseillé, là, vous lui auriez conseillé quoi, vous ? Je crois qu'il a pris une sage décision. Pourquoi ? Compte tenu de son état d'esprit aujourd'hui, il souhaite tourner la page et il a raison. Alors parlons de vous. Sous la Ve République, y a-t-il jamais eu un président qui ait été élu sans bénéficier du soutien d'une formation politique ? Dominique de Villepin. Mais ce n'est sans doute pas arrivé, même si... Jamais arrivé. Valéry Giscard d'Estaing disposait d'une petite formation. Elle existait. Oui, elle existait, mais je bénéficie d'un mouvement qui est un mouvement au-dessus des partis. Mais je crois surtout que les temps ont changé, Dominique Souchier. Ça nous oblige à regarder la politique telle qu'elle est. Les Français sont déçus par la politique. Et ils refusent l'impuissance de la politique. C'est le point de départ. Est-ce qu'on peut se contenter encore, pendant un certain nombre d'années, de bonnes paroles et de promesses ? Les Français ont vu que les promesses qui ont été faites n'ont pas été tenues. Et il faut donc aujourd'hui choisir des hommes ou des femmes qui ont une expérience, qui ont un bilan et qui ont une vision. Et les partis politiques ne sont pas les mieux placés pour choisir à la place des Français. Et comment alors vous pouvez appeler, vous,
au Rassemblement, à l'Union nationale, et dire par avance qu'en aucun cas, au deuxième tour, vous n'appellerez à voter pour un autre candidat. Vous pensez que le Rassemblement ne peut passer que par vous, Dominique de Villepin ? Je pense que le Rassemblement ne passe pas par le jeu des partis. Je pense que le Rassemblement, c'est pas sur un petit réchaud que cela se fait. C'est pas des combinaisons. C'est pas des accords. Mais il y en a d'autres que vous qui appellent au Rassemblement. Oui, mais qui aujourd'hui est totalement libre et indépendant du jeu des partis ? Qui aujourd'hui peut faire asseoir à une même table des représentants de la gauche, de la droite et du centre, sans avoir justement une machine qui pèse et qui empêche la libre détermination des uns et des autres. Je crois qu'il faut beaucoup de liberté et beaucoup d'indépendance, et ça se gagne en politique. Et qu'est-ce que vous répondez au risque d'un 21 avril à l'envers ? Que du fait peut-être de votre seule candidature, Nicolas Sarkozy se retrouve éliminé du deuxième tour, et que ce soit Marine Le Pen qui se retrouve face à François Hollande. Qu'est-ce que vous dites de ce risque-là ? Le 21 avril, à l'endroit ou à l'envers, vous vous en moquez ? C'est la rançon de la médiocrité. C'est le manque de courage politique. Ce sont des hommes et des femmes politiques qui, à un moment donné, ne sont pas capables de défendre leurs convictions devant les Français. Et les Français se rendent parfaitement compte de cette situation et choisissent les extrêmes. S'il y a un choix offert aux Français qui est indépendant, justement, de cette surenchère sur les extrêmes, eh bien les Français choisiront des gens qui ont la compétence, qui ont l'expérience et la capacité de faire avancer les choses. Vous vous moquez du risque d'un 21 avril à l'envers ? Absolument pas. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas dès lors qu'il y a une offre politique, dès lors qu'il y a des hommes et des femmes qui sont capables de proposer des solutions. Prenons un exemple, le patriotisme économique. On nous serine depuis maintenant quelques semaines sur l'idée qu'on a trouvé la formule miracle, on va faire du Made in France ou du label français. Et vous allez nous dire que entre comme Premier ministre, vous l'avez 2007, j'ai mis en œuvre le patriotisme économique. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 4 ans ? Gandrange, qui a été à Grandange et a fait les promesses ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on a continué à délocaliser, on a continué à produire à l'étranger. Il faut des outils. Moi, j'ai une expérience qui me fait dire que si on veut changer les choses, il faut des outils. Développons les pôles de compétitivité, créons des outils d'innovation. À partir de là, créons la TVA. Exportation, environnement, emploi, qui permettra d'abaisser le coût du travail. Il faut arrêter de faire des promesses aux Français qui ne sont pas tenues. Un référendum ne peut être gagné que si la question est simple. Vous avez dit qu'élu, vous feriez un référendum. Ça sera quoi la question ? Ça serait quoi la question ? J'ai dit qu'il y aurait des référendums sur les principaux engagements de la campagne. Il y a un engagement qui me paraît essentiel, c'est la refondation politique. Je prends quelques exemples. La fin du cumul des mandats, un gouvernement de 10 ministres, 8 régions. Il faudra prendre dans ces différents éléments ce qui relève du référendum et ce qui peut être décidé sans référendum. Mais il y aura sur ces mesures une décision des Français dans les semaines qui suivront l'élection présidentielle, parce que je ne m'en remets pas à la représentation nationale. Dans les semaines qui suivront l'élection présidentielle, il y aura des élections législatives où on parlera de ça. Pourquoi vous ne faites pas confiance aux députés ? Parce qu'une fois les députés élus, vous pensez qu'ils vont adopter des mesures qui leur font mal, comme par exemple la suppression du cumul des mandats. Vous pensez qu'ils vont réduire d'un tiers le nombre des députés et le nombre des sénateurs. Vous pensez qu'ils vont accepter de mettre en place un scrutin proportionnel qui puisse éventuellement menacer leur réélection. Vous savez. Donc vous dites. Qu'est-ce qui empêche d'adopter ? Pas du tout. Je dis que les réputés sont là pour voter la loi sereinement, mais qu'il y a des mesures qui vont changer la donne politique, économique et sociale qui doivent être adoptées par les Français. Rien n'empêche de coupler des élections législatives et un référendum, parce que d'emblée, les promesses du président de la République sont tenues et la donne est changée. Vous feriez les deux en même temps. Mais il faut réfléchir à tout cela, mais il y a la possibilité de le faire, et je pense que rien ne vaut mieux qu'une promesse tenue. Et il faut commencer le nouveau mandat sur une nouvelle base. C'est le principe de refondation. Je ne crois pas que nous puissions changer la donne par de simples ajustements, par de simples adaptations. Il y a une refondation, des changements profonds qui sont à faire. Et si j'ai un regret pour le quinquennat qui s'achève, c'est justement, il n'a pas été celui du changement. Il faut accepter de changer la donne. Je reviens au risque d'un 21 avril, mais pardonnez-moi, parce que vous dites je ne donnerai aucune consigne de vote pour le deuxième tour si je suis pas là. Si c'est Marine Le Pen face à François Hollande, réellement, vous ne donneriez aucune consigne de vote. Ce que j'ai indiqué, c'est que j'irai jusqu'au bout. Non, mais ne me demandez au pas. Deuxième tour, c'est les Français qui en décideront. Au deuxième tour, ne me demandez pas aujourd'hui de dire ce que je ferai à la fin du premier tour. Je me bats pour gagner. Je ne me bats pas pour le plaisir de faire un petit tour de manège. La bataille politique, c'est une bataille de conviction. J'ai la conviction qu'aujourd'hui nous sommes dans un temps nouveau, que tout va changer, que les grands partis ont déçu, qu'on a le choix entre recommencer pendant 5 ans avec
avec les mêmes, ou au contraire, de revenir en arrière avec les autres, j'ai la conviction à partir de là les mêmes que ou tout des est autres. ouvert. Dans votre livre, Mon vieux pays, vous citez parmi les ministres qui ont brillé Alain Juppé. Et lui, il dit toujours son amitié pour vous. Si c'était Alain Juppé qui était candidat, est-ce que vous vous présenteriez? Mais la question ne se pose même pas. C'est-à-dire? Mais il n'est pas question aujourd'hui que Nicolas Sarkozy se retire pour Alain Juppé. Et je dirais même c'est trop tard. C'est trop tard. C'est la politique. Voilà, vous venez de répondre en réalité. C'est parce que Nicolas Sarkozy est candidat que vous vous présentez. Mais non, parce que je crois que la politique, c'est aussi des personnalités de tempérament. Alain Juppé n'a pas exprimé le souhait ni marqué sa volonté de s'engager. La politique, à un moment donné, c'est aussi le tempérament d'un homme. Bon, quand François Baroin dit sur Europe 1 à Jean-Pierre Elkabbach qu'en ce moment, on préfère être français que britannique, vous lui donnez tort? Je crois que c'est une période où il faut garder beaucoup de sang-froid. Et je crois qu'il faut faire extrêmement attention à ne pas froisser les uns et les autres. Donc toute comparaison dans cette période est délicate. Je comprends que la bataille est rude. Et c'est vrai que nous sommes dans une crise politique nationale et une crise politique européenne. Mais je crois qu'il faut éviter de blesser les uns ou les autres. Et après avoir claqué la porte, la Grande-Bretagne rentre par la fenêtre, là, puisque finalement elle assistera au sommet sur le traité. Avec un statut d'observateur. Ouais. Vous le prenez pour une bonne nouvelle, ça? Mais je le prends pour une nouvelle relativement secondaire. Ce qui est important, c'est que l'Europe se dote des outils qui lui permettent de passer une crise sans précédent. Et les outils, c'est quoi? Tant que l'Europe n'aura pas mutualisé sa dette, tant que l'Europe ne sera pas solidaire, les marchés attaqueront l'euro et la France comme l'Allemagne en paieront le prix. Donc il est essentiel que nous soyons réalistes. Aujourd'hui, c'est la poussière sous le tapis et nous ne réglons pas les problèmes. Qu'est-ce que le vrai pouvoir? Si nous risquons dans les prochaines heures de perdre le triple A, ce qui est une sanction politique pour ce quinquennat, puisque tout a été misé sur le maintien de ce triple A. C'est tout simplement parce que nous n'avons pas eu le courage de prendre des mesures qui nous protègent. Disait De Gaulle, vous pensez pas ça, vous? Mais bien sûr. Et c'est pour Donc vous devriez vous moquer que la France... Pas du tout. Pas du tout. Je ne me moque absolument pas. Ce qu'il fallait faire, c'est établir une barrière face à la spéculation et face au marché. Et la seule barrière, c'était une décision politique. La solidarité européenne, avec un changement du statut de la Banque Centrale Européenne et la mutualisation des dettes à travers la création des euro-obligations. Ne l'oubliez jamais, Monsieur Souchier. La politique, c'est de se donner des moyens, des outils, des leviers. Nous n'avons pas aujourd'hui les leviers pour défendre l'Europe et nous n'avons plus les leviers pour défendre la France. Et c'est cela qu'il faut retrouver. Et en tant que gaulliste, je crois que retrouver de la souveraineté, c'est se donner des moyens. Aujourd'hui, on a de quoi faire des promesses, tenir des bonnes paroles, mais nous n'avons pas d'homme politique capable de réinventer ces outils et c'est ce que je me propose de faire. Merci Dominique de Villepin. Merci Dominique Souchier.